s'écoutait parler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 13e Monde, la web radio des étudiants de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis Ulrich, je suis avec Luna, ma co-animatrice avec qui j'animerai cette émission. Bonjour Luna. Bonjour Ulrich. Nous sommes en 3e année de licence information communication et nous avons préparé cette émission avec notre promotion ainsi que nos camarades de la 2e année, sans oublier notre enseignante Judith Meyer. Dans ce numéro, nous vous ferons découvrir en podcast 2 interviews de chercheurs et vous pourrez en découvrir beaucoup d'autres. Des podcasts que vous retrouverez également sur toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, notre site webradio.universitéparis13.fr étant actuellement en maintenance. Médiation scientifique, antidote contre les préjugés, c'est la problématique autour de laquelle s'articulera notre émission. Nous mettrons en lumière les travaux des chercheurs et des chercheuses de notre université qui souhaitent rendre accessibles à un large public les résultats de leurs recherches et développent des outils pour nous permettre de mieux interpréter les faits afin de lutter contre les idées reçues. Et justement, Ulrich, est-ce que tu savais que le stress pouvait aussi avoir de vrais effets physiologiques ? Ah non, je ne savais pas. Je pensais que c'était purement psychologique. Je n'aurais jamais imaginé que cela pourrait avoir un impact sur notre corps. Eh bien justement, c'est ce que nous verrons un peu plus tard dans l'émission. Les résultats de la recherche semblent parfois réservés à des spécialistes et peuvent être difficiles à comprendre pour les non-initiés. C'est là tout l'enjeu de la médiation scientifique qui favorise justement la diffusion des travaux scientifiques dans toute la société. Pour justement mieux cerner les enjeux de la médiation scientifique, on découvrira tout au début de cette émission une interview exclusive de Nathalie Lidji-Guigui, nouvelle vice-présidente de l'Université Sorbonne Paris-Nord, chargée des sciences avec et pour la société, qui expliquera ce concept souvent simplifié et qualifié de vulgarisation scientifique. Amrou et Ibrahim nous présenteront à leur tour leur édito intitulé Médiation scientifique fast-food pour désigner les propos des experts de plateau télé et des influenceurs en ligne. Sont-ils légitimes pour populariser les résultats de la recherche académique ou risquent-ils de la dévoyer en la présentant de manière superficielle et biaisée ? C'est un avant-goût de la table ronde animée par David et Soren un peu plus tard dans l'émission avec plusieurs de nos camarades. Ensuite, place à la revue de presse avec Rachidi Dossa et Idir Oumzazi qui vous tiendront au courant des dernières actualités scientifiques. Dans le registre de l'alimentation, cette fois, c'est l'étude Coconut consacrée au comportement alimentaire qui sera évoquée par Mathieu et Dia à travers l'interview d'Alice Belisha, également maîtresse de conférence de notre université dans le domaine de l'épidémiologie nutritionnelle, et d'Henri Dehove, doctorant en épidémiologie nutritionnelle. Suivez ensuite la chronique d'Iliès consacrée à la célèbre émission d'M6 C'est pas sorcier, première émission populaire sur la médiation scientifique. Tout au long de l'émission, Alicia et Mboreka vous feront découvrir les actualités de l'université et nous vous réservons 2 surprises philosophiques et musicales avec Lilan, Merwan et Marvin. Merci de nous avoir rejoints sur 13e Monde. Restez connectés, restez curieux. Et tout de suite, pour mieux comprendre les enjeux de notre dossier du jour, la médiation scientifique antidote contre les préjugés, écoutons Nathalie Lidji-Guigui, nouvelle vice-présidente en charge des sciences avec et pour la société, expliquer le concept de médiation scientifique. La vulgarisation, c'est connoté plutôt négativement parce qu'on voit que c'est très descendant. C'est le ou la scientifique qui va parler sur son estrade et puis les gens qui vont écouter sans poser de questions. Et voilà. La médiation, l'idée, c'est de faire le lien entre les scientifiques, et un vocabulaire très particulier, des concepts qui demandent de très longues années d'études, et puis des gens qui sont novices ou naïfs dans ce domaine, qui peuvent avoir fait de longues études, mais pas dans le domaine qui est abordé, etc., etc. Voilà qui est clair. La médiation scientifique est une méthode de transmission, ou plutôt de partage, des recherches des scientifiques avec le public. La science est un levier puissant pour agir et initier le changement, surtout lorsque les chercheurs s'associent à la société civile pour produire des données scientifiques. Maintenant, nous sommes entrés dans le vif du sujet. On s'interroge sur le rôle des personnes habilitées à faire de la médiation scientifique. Est-ce que les médias ont leur rôle à jouer ? Les influenceurs et les experts de plateaux télévisés sont-ils à ce titre les mieux placés pour populariser les résultats des recherches scientifiques ? C'est l'objet de l'édito d'Amrou et d'Ibrahim. Dr Nozman, Jimmy Mohamed, Poisson fécond ou encore Y penser, ces noms vous disent probablement quelque chose. Ce sont des vulgarisateurs scientifiques, c'est-à-dire des personnes qui diffusent des connaissances scientifiques de manière simplifiée pour un public non expert.
Ces vulgarisateurs produisent des contenus sur les réseaux sociaux qui, pour certains, sont intéressants et prennent le temps d'éduquer des millions de personnes. Seulement, le problème, c'est quand c'est trop vulgarisé, justement. Sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, la vulgarisation se fait par de courtes vidéos verticales et dynamiques d'1 ou 2 minutes. Vous êtes déjà tous probablement tombés sur des vidéos de ce genre, mais expliquez-moi, comment voulez-vous éduquer scientifiquement des gens sur des sujets qui ont fait l'objet de plusieurs années de recherche, comme la dépression ou encore le sommeil, en seulement 1 minute? Eh bien, c'est ce que tente de faire sur le réseau social TikTok, la chaîne intitulée La Minute Science, par exemple. Et ce n'est pas la seule. Elles sont des dizaines à reprendre ce genre de procédé. Cette médiation de la science informe les utilisateurs, certes, mais uniquement en surface. Et ne les rend pas vraiment détenteurs d'un savoir, puisque ces vidéos simplifient la recherche scientifique de manière excessive, négligeant le contexte, ce qui amène les abonnés à se croire légitimes pour s'exprimer dans un domaine qu'ils ne connaissent pas vraiment. Pire encore, certains de ces contenus instrumentalisent même la recherche en faisant du sensationnalisme pour susciter l'intérêt des utilisateurs et générer du clic. Et cela nous donne des titres de vidéos tels que « La masturbation réduit la taille du pénis » ou encore « Si on pouvait cloner les êtres humains ». Amrou, tu parlais à l'instant de Jimmy Mohamed qu'on voit partout en ce moment, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias traditionnels, sans doute pour ses compétences de généraliste. Par exemple, il est sur RTL tous les matins, intervient parfois sur TPMP. Sur ces mêmes plateaux de télévision, M6, C8 ou BFM TV, ou encore à la radio sur Europe 1, on entend souvent Michel Simès, médecin et chirurgien spécialisé qui peut parler de sujets aussi variés que le cancer, le Covid, la perte de poids ou encore l'amour. Ces experts de plateau, on les appelle communément des toutologues, comme si on pouvait être spécialiste de tous les sujets. Dans ces conditions, faire appel aux mêmes personnalités pour parler de sujets aussi divers, ça s'appelle le café du commerce, vu le risque de déformer les recherches scientifiques et de dépeindre des rumeurs. Avec l'effet de répertoire, les journalistes profitent pour inviter leurs copains spécialistes de tout et de rien lorsqu'il s'agit de parler de science. C'est même tête, même cravate, tantôt sur un sujet maîtrisé, tantôt sur un sujet qui nécessiterait d'avoir un spécialiste du domaine. Pire encore, les femmes sont rarement invitées. Or, je tiens à vous faire part de l'existence du site Les Experts, un annuaire en ligne de chercheuses françaises compétentes dans de nombreux champs scientifiques. Ce site vise à améliorer la visibilité des femmes dans l'espace public et dans les médias. Malheureusement, ça ne suffit pas encore pour renouveler les équipes. On ne change pas une équipe qui gagne. Parce qu'elle est soumise au diktat de l'audimat. L'information scientifique présentée dans les médias représente un problème pour les enjeux de médiation scientifique qui ne doit pas trahir le résultat de la recherche et respecter le principe de vérification des sources. Heureusement, dans les médias, il y a aussi des émissions de qualité et nous le verrons tout à l'heure. Grâce à vos réflexions, Amrou et Ibrahim, on comprend donc que les bonnes intentions ne suffisent pas pour bien faire comprendre la science, mais les médias ne sont pas diaboliques pour autant. Et c'est un relais important de l'actualité scientifique, ce que va prouver tout de suite la revue de presse de Rachidi et Idir. Amis des 13e monde, bonjour. À la une de l'actualité scientifique cette semaine, ce dossier du journal Le Monde, publié en collaboration avec le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques dans le cadre d'un projet de médiation scientifique sur l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein des entreprises. Dans un article publié ce 20 novembre et intitulé « Handicap, inégalité professionnelle et politique d'emploi », 3 chercheuses dresse le portrait des discriminations subies par les personnes en situation de handicap. Anne Revilla, Célia Boucher et Mathéa Baudinet avancent des statistiques, présentent les causes des inégalités et proposent bien sûr des politiques pour les combattre. Également à la une de l'actualité, la médaille de la médiation scientifique décernée au lauréat de l'édition 2023, nous dira bien sûr Idi Omali. La physicienne Webek Druk Khan a reçu la médaille de bronze pour son utilisation originale de l'art comme support à la médiation scientifique, informe le journal L'Alsace dans un article en date du 26 septembre. La directrice de recherche du CNRS à l'Institut Charles Sandran à Strasbourg a présenté un projet dénommé Polus Meros en collaboration avec 2 designers. Elle a conçu un jeu de course avec Webek Druk-Khan qui a mis en scène un spectacle avec l'artiste Sébastien Kaufmann autour des propriétés des mousses et des bulles, où elle a joué de l'accordéon détaillé. Le journal de Mulhouse, Savoir Unistar,
Unistra, quotidien d'information de l'Université de Strasbourg, rapporte dans ses lignes les motivations de Webek Drochkan. Dans vulgarisation classique, on ne touche souvent que les gens qui s'intéressent déjà au sujet. Avec l'art, le design ou la musique, on peut parler de science à un public qui n'est pas venu pour ça. L'autre lauréat de cette 3e édition est le docteur et youtubeur David Loapre, qui lui a créé chaque mois sur sa chaîne Science Étonnante, qui compte 1 300 000 abonnés. Une vidéo pour expliquer un concept scientifique de biologie ou d'astronomie. Sa vidéo explique le fonctionnement de ChatGPT et a ainsi atteint 1 million de vues sur YouTube. Comme le prouve votre revue de presse, et contrairement aux idées reçues, la recherche n'est donc pas rébarbative. Et les chercheurs peuvent même devenir influenceurs. Et puisqu'il est question d'actualité, c'est justement le moment de découvrir celle de l'université avec Alicia qu'on écoute tout de suite. Pour les amateurs d'art et de la culture, l'exposition intitulée Corps numérique, une exposition entre fiction et réalité, organisée par les étudiants du Master de métiers culturels et de l'image, se tiendra du 27 novembre au 1er décembre 2023 dans la galerie du Café Expo au Forum. L'exposition présente des œuvres qui questionnent la technologie et sa capacité à redéfinir notre perception du corps et de l'identité, en utilisant l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et les extensions corporelles. C'est une proposition, je cite, d'étudier la place des corps et leur représentation en interrogeant les notions d'hybridation, c'est-à-dire entre l'humain et la machine, de perfection et d'image de soi entre réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, la visite ainsi que les ateliers seront commentés et assurés par les étudiants. Luna, est-ce que tu penses aller découvrir cette exposition? Oui, franchement, je pense y aller. Je vous recommande aussi tous les spectacles hors les murs proposés gratuitement par le service culturel, ainsi que les ateliers de pratique artistique et aussi les ateliers de pratique sportive proposés par le DAPS qui permettent de résister au stress. Mais voici le moment d'évoquer une autre actualité de notre université, la mise en œuvre de la recherche participative Coconut, initiée par Alice Belisha, maîtresse de conférence, interviewée par Dia, Mathieu et Ilyes. C'est un travail d'enquête structuré autour des habitudes nutritionnelles et sportives des étudiants que nos camarades vont présenter. Bonjour, vous l'avez bien compris, aujourd'hui nous vous présentons une étude de recherche participative qui a suscité notre curiosité. Nous en avons donc fait un reportage que vous pouvez écouter sur notre chaîne 13e Monde sur toutes les plateformes de podcast. Il s'agit de Coconut, un nom un peu amusant qui est en réalité l'abréviation de la formule « Comprendre les comportements nutritionnels des étudiantes et étudiants ». Nous avons donc eu l'opportunité d'interviewer les acteurs clés de ce projet. Alice Belisha, enseignante-chercheuse à l'USPN, et Henri Dehove, doctorant en épidémiologie nutritionnelle. Ils définissent leur enquête comme, je cite, « une recherche participative par et pour les étudiantes et étudiants ». En effet, Coconut vise à approfondir notre compréhension des besoins et des désirs de la communauté étudiante de l'USPN en matière d'alimentation et d'activité physique, dans le but d'y apporter des réponses plus adaptées. D'accord, c'est très intéressant, mais pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus, pourriez-vous expliquer ce qu'est concrètement la recherche participative ? Absolument, et pour mieux comprendre, je vous propose d'écouter un extrait de notre reportage où Alice Belisha donne sa définition de la recherche participative. Donc, la recherche participative, pour le dire simplement, c'est un mode de recherche qui donne de la valeur à l'apport que peuvent faire les citoyens en général. Et donc ici, dans le cas qui nous intéresse, la population étudiante. Donc c'est un mode de recherche qui permet la production de données scientifiques, à la fois par des chercheurs et chercheuses bien sûr, mais aussi par des citoyens ou plus généralement des acteurs de la société civile. Donc des étudiants, des associations, des partenaires comme le Crous ou ce genre d'acteurs. Comme vous venez de l'entendre, Alice Belisha explique que les études utilisant la recherche participative impliquent la production de connaissances scientifiques auxquelles participent des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée, pour reprendre les termes de la Charte des sciences et recherches participatives en France. Définies par le CESE et l'UNESCO, ces collaborations connaissent une croissance significative jusqu'au point d'être soutenues par l'inscription dans la loi du 22 juillet 2013 de l'importance de favoriser les interactions entre sciences et sociétés.
Merci Dia, en tout cas, c'est beaucoup plus clair maintenant. Et justement, quels sont précisément les objectifs visés par le projet Coconut ? Eh bien, pour vous expliquer ces objectifs plus en détail, je laisse la parole à Henri Dehove. On peut distinguer deux grands objectifs. Donc d'une part, il s'agit dans un premier temps de faire un état des lieux qui soit un peu représentatif de la situation réelle pour les étudiants de l'université en termes d'alimentation et en termes d'activité physique. Et donc d'autre part, il s'agit également de mettre en place un processus collaboratif. Il s'agit vraiment de co-construire des solutions qui fassent intervenir à la fois les étudiants et l'université, mais aussi des acteurs extérieurs éventuellement, vraiment pour pouvoir générer des solutions en faveur du bien manger et du bien bouger avec les étudiants comme moteur de ces solutions. Et pourquoi ces projets de recherche participative sont-ils indispensables dans le contexte de l'alimentation étudiante ? Tout simplement parce qu'ils permettent de recueillir des informations de première main pour mieux cerner et reprendre aux besoins spécifiques de la communauté étudiante. Cela inclut l'amélioration de l'accès à une alimentation adaptée, même si à ce stade, nous ne disposons pas encore de données formelles, l'enquête ayant été lancée seulement il y a 2 mois. Pour approfondir ce sujet, je vous propose d'écouter à nouveau les propos d'Alice Belisha concernant la précarité étudiante. Beaucoup d'étudiants se trouvent dans une situation de précarité sur le plan alimentaire importante. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui rapportent des difficultés économiques et qui donc ne peuvent pas toujours faire les choix qu'ils souhaiteraient en matière d'alimentation. Donc ça, on sait que c'est un énorme enjeu de l'alimentation étudiante. Et bien sûr, ça doit être confirmé par les données de l'étude, mais c'est ce qui ressort pour le moment des discussions qu'on a avec les étudiants. Vous l'avez entendu, il est donc crucial d'effectuer des études quantitatives dans ce domaine car elles fournissent des statistiques qui servent de preuves concrètes, presque d'autorité, pour légitimer davantage les revendications des étudiantes et étudiants, influer les décisions institutionnelles et créer davantage de consensus. À ce propos, la chercheuse Dominique Paturel développe la méthode de la démocratie alimentaire qui inclut la recherche participative qu'elle considère comme une science pour l'action dans le champ de la question sociale. Merci Dia, merci Mathieu. Je suis persuadé que vous avez suscité l'intérêt de certains de nos auditeurs pour participer à cette étude qui pourrait contribuer à faire progresser notre université dans les domaines du bien manger et du bien bouger. Pour nos auditeurs intéressés, comment pourraient-ils s'engager dans l'étude de Coconut ? C'est très simple. Si vous souhaitez coproduire des connaissances sur l'alimentation et l'activité physique de notre communauté étudiante, vous pouvez participer à cette belle initiative en allant sur le site études-nutrinet-santé.fr. Lors de votre inscription, cochez la case Coconut, étudiante et étudiants, puis au questionnaire, et puis répondez au questionnaire entièrement en ligne. Merci à vous deux. Nous vous rappelons que votre reportage sur l'étude Coconut est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à 13e Monde sur Instagram, Twitter, X, YouTube et Facebook, et même Spotify avec @13e Monde. Et puisque dans notre université, il y a certes des sciences, mais aussi de la culture, nous vous invitons à découvrir l'exposition montée par les étudiantes et étudiants du Master Métier du texte et de l'image dès le lundi 27 novembre. Le stress est d'ailleurs le sujet du reportage réalisé par Shainar et d'autres camarades qui ont rencontré Corinne Isna-Bani, médecin néphrologue, professeur à la Sorbonne et praticienne à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à l'hôpital Ténon. Le stress, tout savoir sur sa médiation. Raconte-nous d'où vous est venue l'idée de ce podcast. Le phénomène du stress est un réel enjeu de société qui concerne une grande partie de la population et qui fait bien plus de dégâts que ce que l'on pourrait s'imaginer. Nous avons donc rencontré la professeure Corinne Isnar-Banis qui a consacré de nombreuses années de sa carrière à la recherche sur le stress. Elle en est devenue une spécialiste et l'enseigne aujourd'hui au sein de son université. Le stress, c'est une réaction normale de l'organisme face à un événement qui s'appelle un stresseur. Il y a quelque chose qui produit du stress. Et en fait, c'est une manière que le corps humain a de réagir pour être capable de déployer une réponse qui, au départ, finalement, va souvent lui permettre de sauver sa vie si on pense au stress de quelqu'un qui est l'homme des cavernes qui était attaqué par une bête sauvage, par exemple. Aujourd'hui, c'est aussi ce stress qui va nous permettre, si on traverse en étant un peu la tête dans la lune, et qu'on traverse la rue et qu'au dernier moment on voit un bus qui arrive tout près de nous, c'est ça qui va nous permettre de réagir vite et peut-être de se projeter en arrière et de ne pas se faire écraser.
Contrairement aux idées reçues qui la réduisent à une nuisance d'origine seulement psychologique, le stress semble avoir un rôle important à jouer dans la conduite humaine, notamment dans l'instinct de survie. La professeure nous révèle que l'aspect problématique du phénomène proviendrait uniquement d'un seul type de stress, qui est le stress chronique. Le problème de notre société d'aujourd'hui, c'est le stress chronique, c'est pas le stress aigu. C'est le stress qui arrive tout le temps, tous les jours. L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière la médiation scientifique proposée autour du stress par une spécialiste, ainsi que l'interroger sur une des idées reçues associées à ce phénomène. Nous lui avons donc demandé son avis à propos de l'idée reçue suivante. Est-ce que le stress a uniquement des répercussions psychologiques sur les individus ? Et voici la réponse qu'elle nous a donnée. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que avoir du stress chronique, c'est augmenter son risque de diabète, augmenter le risque de dépression, augmenter le risque d'avoir des troubles du sommeil. Et donc c'est sûr que quand on est trop exposé au stress, le principal effet secondaire, c'est d'avoir de l'anxiété et de la dépression. Et ça, ça peut nous empêcher de réaliser ce qu'on veut réaliser dans la vie. Effectivement, le stress a des répercussions psychologiques qui pourraient faire émerger des pathologies mentales plus ou moins graves, mais également des répercussions physiologiques qui pourraient causer des maladies chroniques à court comme à long terme. Quelle place prend la médiation scientifique dans ces travaux ? L'objectif de cette enseignante-chercheuse est de rendre accessibles ses recherches et de partager ses savoirs scientifiques par des publications scientifiques, des apparitions dans la presse ou encore par l'élaboration d'un site internet dédié à ses patients dans le but de partager des informations plus précises sur leurs problématiques. Alors, il y a différentes manières de faire. Quand on fait vraiment des études, de la recherche, on a des publications scientifiques dans les journaux. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous voyez bien que les médecins et même les patients communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, il arrive aussi qu'on donne des informations sur ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Puis, on a des outils, on va dire, institutionnels. On a des sites internet où on parle, par exemple, de l'activité de nos services. L'assistance publique a un site internet où il y a plein de choses, mais où il y a aussi des espaces dédiés aux services médicaux, aux spécialistes, pour donner des informations. Et puis on fait aussi parfois des informations spécifiques pour les patients. Moi, ça m'arrive assez régulièrement d'être interviewée par des journalistes qui font des articles dans la presse grand public, par exemple, dans les magazines de santé grand public. Je voudrais conclure par une note positive. Il existe plusieurs façons de lutter contre le stress chronique, en nous recentrant sur nous-mêmes, en ayant une hygiène de vie saine ou encore par un sommeil réparateur. Je vous invite donc à aller consulter notre reportage sur la chaîne 13e Monde. Eh bien, ici dans ce studio, il n'y a pas de place pour le stress. C'est le moment de méditer grâce à une pause philosophique sur une bande-son composée et interprétée par Merwan. Lilan va nous lire un extrait du discours d'Emmanuel Kant, philosophe du XVIIIe siècle, intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?» Paresse et lâcheté sont les causes qui font qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les eut affranchis depuis longtemps d'une conduite étrangère, restent cependant volontiers toute leur vie durant dans un état de tutelle. Et qui font qu'il est si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur. Il est si commode d'être sous tutelle. Si j'ai un livre qui me sert d'entendement, un directeur de conscience qui me sert de guide, un médecin qui juge de mon régime alimentaire à ma place, je n'ai alors pas moi-même à fournir d'efforts. Il ne m'est pas nécessaire de penser dès lors que je me paye. D'autres assumeront bien à ma place cette fastidieuse besogne. Et si la plus grande partie, et de loin des hommes, tient ce pas qui affranchit de la tutelle pour très dangereux et de surcroît très pénible, c'est que s'y emploient ces tuteurs qui, dans leur extrême bienveillance, se chargent de les surveiller. Après avoir abêti leur bétail et avoir empêché avec sollicitude ces créatures paisibles d'oser faire un pas en dehors du jardin d'enfants, où ils les avaient emprisonnés, ils leur montrent ensuite le danger qui les menace, s'ils essaient de marcher seuls. Or, ce danger n'est sans doute pas si grand, car après quelques chutes, ils finiraient bien par apprendre à marcher. Un tel exemple rend pourtant timide et dissuade d'ordinaire de toute autre tentative ultérieure. Emmanuel Kant, Qu'est-ce que les Lumières, 1784. Merci Lilan pour la lecture de ce texte écrit par Emmanuel Kant contre l'obscurantisme. Nous pouvons remarquer que le combat pour l'acquisition de connaissances véritables a toujours été un sujet d'actualité dès le siècle des Lumières jusqu'à l'ère contemporaine.
La recherche de l'information est importante, mais elle peut parfois être compromise par la presse. Cependant, des émissions telles que C'est pas sorcier peuvent aider le public d'aujourd'hui à appréhender la science de manière ludique. À ce sujet, écoutons tout de suite la chronique d'Iliès. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire appel à une vieille amie. Une amie fidèle, une amie sincère, mais malheureusement pas toujours porteuse de bons conseils. Cette amie-là, elle a un nom et elle s'appelle la nostalgie. Évidemment, impossible de ne pas en parler. Absolument tout le monde ici autour de la table, dans le public ou même chez vous, a reconnu cette guitare, ce camion et en soi ce générique absolument iconique. C'est l'occasion de revenir sur une des émissions les plus importantes autour de la médiation scientifique, C'est pas sorcier. Présenté par celui qui se définit comme un épicurieux Jamy Gourmaud en studio, accompagné dès 1999 de ses acolytes sur le terrain, Frédéric Courant, alias Fred, Sabine Kindou et Valérie Gerlin. Vous ne connaissez pas son nom, mais c'est la petite voix. C'est pas sorcier est une émission de vulgarisation scientifique et éducative diffusée entre septembre 1994 et juin 2014 sur France 3, soit pendant presque 20 ans. Au total, on dénombre 559 émissions, 650 émissions enregistrées, plus de 5000 maquettes réalisées par une société purement française, des millions de téléspectateurs, je n'ai pas besoin de le rappeler, presque 2 millions d'abonnés sur YouTube et 600 millions de vues au total, et des émissions, des déclinaisons, des jeux de société, et même peut-être, comme moi, certains ont joué au jeu DS, C'est pas sorcier. Cette émission est un véritable mastodonte, ce qui en fait une des plus marquantes pour notre génération, non seulement pour sa notoriété, mais également dans ses usages. En effet, l'émission étant à visée éducative, disais-je, l'école est l'un des espaces où C'est pas sorcier est la plus diffusée, notamment par les professeurs de sciences, SVT ou physique, au programme des sujets divers et variés, avec pour objectif principal de faire comprendre la science à un plus large public, avec par exemple des sujets, l'anatomie, les trains, le cosmos, le système solaire, les bonbons, les volcans, et j'en passe énormément. En bref, aujourd'hui, l'émission C'est pas sorcier n'existe certes plus, depuis 2014 malheureusement, mais d'autres personnalités et émissions ont en quelque sorte pris le relais de cette émission. On pourrait donc évoquer le youtubeur Dr Nozman, tout à l'heure Amrou et Ibrahim en parlaient dans leur édito. On peut également parler de Fred, qui est ancien chroniqueur de cette émission, qui a lancé sa propre chaîne YouTube. On peut parler également du youtubeur Grand JD et une émission qui en sorte l'évolution moderne, C'est toujours pas sorcier, diffusée sur France 4 depuis 2020. C'est pas sorcier reste donc une émission de référence au sein du paysage audiovisuel français, en termes de démocratisation de la connaissance scientifique et historique, sans pour autant infantiliser le public. Cette émission, avec d'autres, ont initié à la même époque cette culture de la science, et je me dois de citer peut-être la première, E = M6, présentée par l'amateur des brosses à dents électriques Mac Lesguy, depuis 1991. Et a permis donc, avec E = M6, C'est pas sorcier, d'ouvrir les canaux télévisuels à la science et surtout à la mettre en image avec des reportages réalisés aux quatre coins du monde. Merci Ilyes. Certes moins célèbre que C'est pas sorcier malheureusement, notre émission Médiation scientifique, l'antidote contre les préjugés, se poursuit et nous vous invitons à écouter tous nos reportages sur les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram, Twitter, YouTube, Facebook et Spotify, @13e monde. Et pour bien approfondir la réflexion autour des liaisons dangereuses entre médiation scientifique et médiatisation, voici venu le moment de la table ronde présentée par David et Soren. On l'a vu, en termes de médiatisation de la recherche, il y a de tout à la télévision. Les émissions de qualité comme des experts douteux. Comment préserver la médiation scientifique face aux médias d'opinion qui tentent parfois de la discréditer ? Pour parler des dérives liées à la médiatisation de la science, j'anime cette table ronde avec Soren et nous accueillons en plateau Aïna, Ali, Christian et Safia. Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur la médiation scientifique face aux fake news. Les médias, dans leur vocation informative, participent à la médiation scientifique. Qu'il s'agisse de la télévision, de la radio ou d'Internet, les médias donnent l'occasion de rendre la science plus accessible. Toutefois, la pratique n'est pas toujours saine et soulève des interrogations sur la fiabilité des médias. Pour comprendre leur rôle crucial dans la diffusion de la science, une question nous sert de fil conducteur. La science peut-elle réellement compter sur les médias pour une diffusion précise et efficace des connaissances scientifiques ? Pour commencer, selon vous, quel rôle jouent les médias dans la médiation scientifique ? Aïna ?
Alors tout d'abord, on sait que les médias, c'est sûr qu'ils vont jouer un rôle dans la médiation scientifique parce qu'ils ont à peu près le même but. Les médias ont pour rôle de transmettre l'information et la médiation scientifique, c'est le fait aussi de diffuser l'information scientifique. Donc les médias peuvent avoir un rôle intermédiaire. À travers les médias, on pourra transmettre ces informations scientifiques. Alors personnellement, je pense que chaque média a son idéologie. Chaque média a sa ligne éditoriale et du coup a donc ses idéologies, ses points de vue politiques ou bien même scientifiques. On peut partir du principe que imaginons, ils ont un point de vue qui va se baser, qui va être en opposition avec certaines théories en lien avec la science. Par exemple, on a pu voir récemment que le président qui a été élu en Argentine, Javier Milei, a des réticences par rapport au réchauffement climatique. Il va pouvoir avoir un impact sur la diffusion de l'information dans certains journaux et on va peut-être inviter des scientifiques qui vont venir parler de certaines théories et on va faire en sorte qu'ils ne parlent pas de ces théories-là en rapport avec le réchauffement climatique. Enfin, du moins, c'est ce que je pense personnellement. Oui, on a le même exemple en France, on l'a vu notamment avec Bolloré. On sait très bien qu'il a une idéologie assez axée vers l'extrême droite. On peut quand même se rappeler que récemment, avec cette polémique qu'il y a eu par rapport au puces de lit, on a quand même eu un journaliste qui a essayé de mettre la faute sur les migrants qui seraient quand même responsables de l'apparition des puces de lit dans les transports publics, ce qui est quand même assez choquant. En effet, on a vu que, par exemple, dans une étude Open Edition, le traitement médiatique par rapport au Covid a été très différent selon certains journaux. Par exemple, le journal Le Figaro a beaucoup plus publié d'articles en faveur de Dr Raoult que, disons, Le Monde. Safia, est-ce que vous avez une opinion à nous donner là-dessus? Oui, effectivement. Moi, aujourd'hui, je me demande si le statut d'une personne permet-il de légitimer ses propos. Et pour revenir justement sur le docteur Raoult, Didier Raoult, qui a été un bel exemple, pour répondre à la question, non, le statut ne permet pas de légitimer les propos d'une personne. Le docteur Raoult, en 2006, a été interdit de publier dans les revues de la société américaine Microbiologie suite à un de leurs articles publiés dans le journal Infection Immunity, qui présentait les mêmes chiffres pour des expériences différentes. Cette erreur est loin d'être isolée, car la microbiologiste néerlandaise Elisabeth Bick en a relevé bien d'autres. Mediapart dénonce également les falsifications du professeur Didier Raoult dans un article publié le 19 novembre 2021. Et puis personnellement, je pense aussi que c'est pas parce qu'on invite un scientifique ou un chercheur que la diffusion de l'information, elle va être compréhensible et accessible à tous. Ce qui est bien dans la médiation scientifique, c'est qu'on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre la science en essayant de la simplifier et en essayant de retirer tous les termes scientifiques qui pourraient faire en sorte que des personnes comme nous, moi par exemple qui ne suis pas intéressée par la science, le fait d'entendre des personnes qui n'ont pas forcément de statut de scientifique ou bien de chercheurs qui vont essayer de me simplifier les termes qui sont exposés lors des recherches scientifiques, et le fait que je puisse mieux le comprendre va peut-être susciter un peu plus mon intérêt sur la question. Et je pense que les médias devraient davantage inviter des personnes qui ont plus les capacités à pouvoir transmettre l'information, une capacité que tous les chercheurs n'auront pas forcément, pour pouvoir faire en sorte que l'information scientifique devienne accessible à tous. Merci Aïna. Et Ali, qu'est-ce qu'il en pense? Moi personnellement, je pense que je suis en même temps pour et en même temps contre, car ces scientifiques-là, ils ont une qualification que d'autres personnes n'ont pas spécialement, et que eux ont fait des études, on fait généralement des études bien plus poussées, bien plus approfondies, que d'autres personnes, qui leur donnent plus cette légitimité-là à parler, tout simplement. Mais j'aimerais juste rebondir sur ce qu'il dit. Rapidement. Alors, il y a quelques années déjà, il y a la Sorbonne Université qui a mis en place une mineure au sein de leur formation, où les élèves, par exemple, des élèves que ce soit en biologie, en médecine ou bien dans plein d'autres formations, pouvaient choisir cette mineure qui s'appelle communication et médiation scientifique. Cette mineure va permettre de
de former les élèves à pouvoir transmettre d'une manière un peu plus simple les informations scientifiques, et en soi, ça légitime un peu plus, ça les légitime un peu plus sur le fait de pouvoir transmettre cette information-là. J'ai pu voir aussi que l'ONICEP avait reconnu le métier de médiateur scientifique au sein de leur registre des métiers, ce qui veut dire qu'on peut avoir ce statut de chercheurs ou bien de scientifiques, mais à côté, il y a aussi des personnes qui sont en train de se former, qui sont en train d'apprendre les méthodes nécessaires pour pouvoir transmettre la science de différentes manières, que ce soit par l'art, que ce soit sur les vidéos ou que ce soit sur plein d'autres recherches. Il y a aussi le Centre national de recherche scientifique qui a décidé eux aussi de légitimer ces personnes-là en créant un lauréat des médiateurs scientifiques. Cette année, il y a eu 5 lauréats, et parmi ces lauréats, il y avait un homme dont j'ai oublié le nom, qui a été nommé pour sa médiation scientifique, et cet homme, il est juste en train de gérer une chaîne YouTube, et il est en train de transmettre d'une manière très très simple l'information scientifique. Il fait des millions de vues, et c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. On le voit, Aïna, que vous êtes pleine d'énergie, et c'est une très bonne chose. Mais vous avez fait un enchaînement facile sur la dangerosité justement des personnes peu qualifiées sur la question de la médiation scientifique. J'y arrive. Et pour reprendre l'exemple du Covid, certains médias, pour ne pas les nommer, encore une fois comme Soren l'a fait tout à l'heure, ont été accusés de relayer des fake news et de manipulation par des lobbies pharmaceutiques afin de promouvoir certains vaccins au détriment des autres. De ce fait, les médias ont-ils une responsabilité éthique dans la façon dont ils présentent des informations scientifiques et dans le choix des intervenants? Ali, une réponse? En ce qui est de mon point de vue, bien évidemment, car les médias ont est une source de car les médias est une source de... Oui, et je veux dire que les médias sont censés être une source fiable, et donc de ce point de vue-là, ils ont forcément une responsabilité pas qu'une source fiable, par rapport à est une source d'incitation, Pour revenir à ma question, je voudrais savoir de ce fait, est-ce que les médias ont-ils une responsabilité éthique dans la façon dont ils présentent les informations scientifiques? Oui, voilà, car les médias ont une influence aussi sur l'opinion publique, et que y a des médias qui sont plus qui ont certaines idéologies, et d'autres ont des idéologies qui sont différentes, qui fait que les médias se doivent d'être le plus impartial possible et le plus objectif vis-à-vis des personnes qu'ils invitent, tout simplement. Oui, Safia. Je pense aussi surtout qu'il est assez simple et aisé de notre part de jeter la faute seulement sur les médias, parce que la manipulation du public à cause des médias n'est qu'un mythe pour ma part. Il est certain que le public a sa part de responsabilité, et que nous devons faire notre travail journalistique de notre côté pour vérifier l'information et être sûr de la véracité de l'information que les médias nous transmettent, et ne pas prendre, l'information pure et dure que les médias peuvent nous transmettre. C'est le cas, et aussi on sait que les fake news, c'est quelque chose qui se relaie très rapidement, et si nous avons un mauvais communicant qui est sur un plateau télé, qui va essayer de transmettre l'information du mieux qu'il peut, mais que derrière la compréhension est difficile pour le public, les fake news vont se répandre très rapidement, comme un téléphone arabe tout simplement. C'est pour ça que c'est important d'avoir une personne qui a vraiment les capacités oratoires et les capacités et la pédagogie de pouvoir transmettre l'information d'une manière simple, fluide, et qu'elle soit réellement accessible à tous, parce que c'est ce qui va permettre de réduire par la suite l'expansion des fake news après les informations qui vont être diffusées. Je vois qu'on a soulevé des questionnements concernant les youtubeurs, le métier de médiateur scientifique, qui ne cesse de se développer en France, et on observe quand même une importante frange de youtubeurs dont les plus connus sont en majorité non-chercheurs. Par exemple, on a Dr Nozman qui a 4,5 millions d'abonnés, Dirty Biology qui a 1 million d'abonnés, des chaînes TikTok qui comptent énormément encore de nombre. Quels sont les risques liés à une médiatisation de la science avec ces intervenants nouveaux et non spécialisés? Alors, moi, pour ma part, je vais encore une fois utiliser
l'exemple du Covid-19 qui a été très important et qui a mis la lumière sur la médiation scientifique. Certes, on a de très bons médiateurs scientifiques comme Dr Nozman qui permettent donc de faire découvrir la science, mais on a eu pas mal aussi de youtubeurs qui se sont lancés durant cette période du Covid-19 et qui ont propagé énormément de fake news. Je pense notamment à un youtubeur dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais qui a au final créé une réelle communauté sur YouTube et aussi sur Facebook, et qui a au final manipulé pas mal de personnes, qui a diffusé énormément de fake news, et au final ça a créé une réelle secte entre guillemets qui sont devenus fermés d'esprit, qui étaient persuadés de connaître la vérité entre guillemets sur le Covid-19, alors qu'au final ils en étaient très loin, et ça les a même mis en danger parfois, puisque ces youtubeurs en question donnent aussi des astuces entre guillemets pour lutter contre le Covid-19. Je peux même pas forcément parler de youtubeurs, mais prenons l'exemple de Donald Trump qui disait qu'il fallait s'injecter de l'eau de Javel pour lutter contre le Covid-19. Oui. On est dans ce type d'astuces-là. Et ces astuces ont mis en danger la santé de nombreux internautes. Christian, je te prends au mot. Tu parlais de communauté, justement. Pour éviter que les gens se retrouvent comme ça dans des communautés où il y a de plus en plus d'avis, plus en plus de polarité, on va dire. Quels sont les critères qui devraient être pris en compte pour légitimer les personnes intervenant dans les médias, justement, sur des sujets scientifiques, bien sûr? Alors, les critères, c'est très difficile de poser des critères, puisque, comme on l'a dit précédemment, certains chercheurs connaissent parfaitement leur sujet, mais n'ont pas forcément cette capacité à transmettre l'information. Et du coup, beaucoup de youtubeurs ont cette capacité, mais n'ont pas forcément le savoir nécessaire pour transmettre une information fiable. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait en fait un réel mélange des deux. Donc au final, les médias traditionnels et les nouveaux médias qui apparaissent donc sur les réseaux sociaux comme YouTube et Instagram se complètent. Donc il faudra réellement trouver un juste milieu. Mais on en fait, oui. Après, il est vrai qu'il y a énormément de chercheurs et de scientifiques. Enfin, des fois, on ne voit pas qu'ils ont ce statut de chercheurs et scientifiques parce qu'ils vont se cacher derrière leur chaîne YouTube pour essayer de transmettre l'information à plus de monde et faire en sorte... En fait, ils vont tout simplement vulgariser ou tout simplement simplifier l'information pour que les personnes puissent le comprendre, et à partir de ce moment-là, on va évincer un peu le statut de chercheurs qu'ils ont, alors qu'ils restent des chercheurs, ils ont fait des recherches auparavant, ils ont fait plein d'autres enquêtes scientifiques, et ils vont juste réussir à simplifier cette information-là pour essayer de faire en sorte que ce soit quelque chose qui devienne accessible à tous, et au final, je pense que c'est aussi un peu le devoir du chercheur de faire ce genre de démarche, parce que les chercheurs ont ce rôle d'aller chercher des réponses pour nous, parce que tout ce qui va être question de les questions environnementales ou bien la biologie ou bien tout ce qui concernait le Covid-19, c'était des questions de société, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Oui. Donc on a tous le droit d'avoir des réponses par rapport à ce sujet-là. Et si on pense que certains sujets sont traités d'une manière un peu plus complexe et qu'on a du mal à comprendre, alors que le mieux pour nous, c'est d'essayer d'avoir nous aussi nos pieds dans ce sujet-là, et les chercheurs, ils arrivent à avoir il y a certaines personnes qui arrivent à avoir ce recul afin de faire en sorte qu'on puisse nous aussi pouvoir accéder à ce genre d'informations-là. Donc je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir ces personnes qui puissent par la suite nous transmettre cette information de la meilleure manière possible. Absolument. Donc c'est vrai qu'on a pu par le passé entendre beaucoup de choses pas forcément vraies dans les médias qu'on connaît pourtant, qu'on pense connaître assez bien. Et donc d'une manière générale, est-ce que le fact-checking est selon vous suffisant pour lutter contre la propagation des fake news? Je vais laisser Safia peut-être donner son avis. Les fake news, elles peuvent être souvent causées par une mauvaise compréhension surtout de l'information.
qui va donc tourner et créer cette fausse information. C'est pour ça qu'il est en fait nécessaire que l'information elle soit claire, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous-mêmes fassions notre travail journalistique entre guillemets et allons vérifier si l'information qui nous a été transmise est véridique ou non. Mais comment justement la vérifier, cette information? En faisant nos propres recherches. Okay. Aller sur des sites internet, consulter des blogs ou bien même lire des livres, tout simplement. Oui, en effet. Je pense qu'on peut conclure. Donc, ainsi, tout au long de cette table ronde, nous avons vu que les médias représentent un enjeu majeur pour la diffusion des connaissances. La légitimité des intervenants, la qualité de l'information et la responsabilité des médias sont autant de facettes essentielles à considérer pour une communication scientifique transparente et crédible. Nous arrivons au terme de notre réflexion sur la médiation scientifique face aux fake news. Merci Soren de m'avoir accompagné. Merci Aïna, Ali, Christian et Safia pour vos interventions. Quant à nous, à très bientôt. Nous vous laissons en compagnie de Luna et Ulrich pour la suite de votre émission. Faut que ma poche me suffit de plus mettre de cash. Aucune règle puisse mesurer mon bras. Il a rien à m'apporter mais il reste là. Le poteau je sais pas trop il joue à quoi. Si t'avais ma vie, frère je suis pareil. Platine et or c'est pas ce qui m'intéresse. Mais jamais sans ça je rentrerai. Ça m'observe, je veux savoir la recette. Jamais j'irai un mot. Mais je veux ce que les sirènes, je veux pas prendre pour un mot. Le succès je sais pas où c'est. Mais jamais de la vida, j'ai fait demi-tour. La preuve nos yeux regarde seul. Je provoque mes supporteront pas les secousses. Je rentre dans le labo. Le savoir est une arme, j'ai québré, j'ai impressionné la go. Jamais dans la peu près, je mets la dose. J'ai pris des tourbillons. Si demain je pèse le million, ça va pas se faire. J'ai décroché le prix juste après tu vois. Ils pensent faire le taf, ils font tout le contraire. Fini la presta, plus grand chose à voir. Ose pas comparer à la voir. Ils prennent des pauses, nous des risques. Agenda dans la boîte. Pour se transformer en liquide. Ose pas comparer à la voir. Ose pas comparer à la voir. Agenda dans la boîte. Agenda dans la boîte. Ils prennent des pauses, nous des risques. Agenda dans la boîte. Faut que je transforme mes sons en liquide. Je viens décrocher le prix juste après je me barre. Ils pensent faire le taf, ils font tout le contraire. Fini la presta, plus grand chose à voir. Comparer, rien à voir. Ils prennent des pauses, nous des risques. Agenda dans le laboratoire. Faut que je transforme mes sons en liquide. Je veux pas prendre pour un autre. Je veux pas prendre pour un autre. Jamais je lâcherai un mot. Jamais je lâcherai un mot. Merci. C'était le titre Laboratoire interprété par Marvin. L'heure tourne et c'est bientôt la fin de notre émission. Avant de conclure, nous vous invitons à un nouvel événement universitaire présenté par Alicia. Le 5 décembre à midi à la BU Edgar Morin, Mathilde Lévesque, professeure spécialisée en littérature jeunesse, anime une rencontre texto avec Clémentine Beauvais, autrice jeunesse qui présentera son ouvrage Écrire comme une abeille, la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture, publié chez Gallimard Jeunesse en 2023. Pour nous faire découvrir les secrets de la création littéraire en articulant avec brio et humour, conseils pratiques, retours d'expression et théorie littéraire. Clémentine Beauvais est autrice, traductrice, enseignante, chercheuse à l'Université de York en Grande-Bretagne et écrite pour la jeunesse depuis 2010. Plusieurs de ses romans, Les Petites Reines, Sarbacane 2015, Songe à la douceur, Sarbacane 2016, Brixie Romance, Sarbacane 2018 ou encore Âge tendre, Sarbacane 2020 ont remporté de nombreux prix littéraires. Elle enseigne aussi l'écriture créative et mène de nombreux ateliers avec des adultes comme avec des enfants.
13e Monde. Et si on s'écoutait parler? Chères auditrices, chers auditeurs, notre émission Médiation scientifique, antidote contre les préjugés, touche à sa fin. Tout au long de cette émission, nous avons plongé dans les méandres de cette question cruciale: comment la médiation scientifique peut-elle contribuer à lutter contre les idées reçues en rendant les résultats de la recherche accessibles au grand public? Nous avons eu la chance de nous entretenir avec des experts, des chercheuses et des chercheurs spécialistes de médiation scientifique qui partagent leur savoir pour contribuer à la diffusion des connaissances. Autrement dit, la médiation scientifique est indispensable à la démystification. Elle ouvre des portes vers la compréhension et éclaire les esprits, surtout face à l'inflation des fake news sur les réseaux sociaux. Sans oublier que la science ne peut pas toujours compter sur les médias aux propos parfois biaisés pour rendre fidèlement compte des connaissances scientifiques. À travers cette émission, nous avons donc réalisé l'importance de rendre les connaissances accessibles à tous, d'abolir les frontières entre les sphères académiques et la société, notamment par la montée en puissance de la recherche participative où la société civile est mise à contribution. Créer des ponts entre la science et le grand public favorise une meilleure compréhension des avancées scientifiques. Nous remercions nos camarades en régie ou en plateau, Nabil Seboué du service culturel pour la régie, ainsi que Pierre Damé de la direction de la communication pour la prise de vue. Cette émission a été produite et réalisée par les étudiants et les étudiantes de la 2e année et de la 3e année de licence Information Communication de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et bien sûr, nous remercions notre enseignante Judith Meyer. Une fois encore, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir nos podcasts et nos précédentes émissions sur Spotify et toutes les plateformes de podcasts, et à nous suivre sur nos réseaux. Il suffit de taper 13e Monde sur Instagram, X, YouTube et Facebook, de vous abonner puis d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre actualité. Quant à moi, je vous dis à très vite sur 13e Monde.